Au cœur d'LC Midi, si vous nous rejoignez, il est bientôt avec un peu d'avance, 12h30, et c'est le temps du débat. Y va-t-on tout droit? Le reconfinement, même localisé, peut-on y échapper? C'est la question centrale aujourd'hui. Nous aurons des décisions à prendre, vient de dire Emmanuel Macron depuis la Corse. Mais quelles décisions au juste? Quel coup de vis supplémentaire si c'est nécessaire? Le débat nous implique tous, les conséquences peuvent être lourdes et nous allons prendre le temps de mesurer ce qui nous attend. Nous irons en particulier du côté de la Gironde. Il est polluant et il est machiste. 2 jours avant l'arrivée de la grande boucle dans sa ville, le maire de Lyon se paye le Tour de France. Mais pourquoi cette attaque? Est-on dans une forme de pure idéologie? Comme disent certains, nous essaierons de comprendre ce qui pousse ce nouvel élu écolo à s'en prendre à un totem français. La charge, il est vrai, a de quoi surprendre. Tiens, ce qui a de quoi surprendre également, c'est ce qui peut apparaître comme la France de la pudibonderie. Une jeune femme refoulée du musée d'Orsay pour son décolleté. Le règlement, c'est le règlement, lui ont répliqué les agents de sécurité. Le musée, lui, a fini par s'excuser. Simple incident où les puritains sont-ils de retour? Faites-moi confiance pour ne pas esquiver le débat. Et j'entends bien que mes invités ne l'esquivent pas eux non plus, n'est-ce pas Bruno Billienne? Bonjour. Bonjour. Député Modem des Yvelines, bienvenue autour de cette table. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, gauche républicaine et socialiste. Bonjour Catherine Arnoux, maire Les Républicains de Chanteloup-les-Vignes. Je précise également que vous êtes médecin, ce qui par les temps qui courent est important et peut nous servir dans ce débat. Jean-Lin Capelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue, député européen du Rassemblement national. La situation se dégrade, donc. La situation est grave, si j'en crois le conseil scientifique dont le président nous a prévenu. Dans quelques jours, le gouvernement aura à sévir, peut-être à durcir les règles. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était il y a quelques instants. Oui, il y aura des décisions à prendre. Nous aurons des décisions à prendre. Mais voilà, il faut, je pense, continuer à être exigeant, réaliste, sans céder à quelque panique que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est nous adapter à l'évolution du virus. C'est essayer de ralentir au maximum et de stopper la circulation de celui-ci, avec les gestes barrières que nous respectons, avec l'organisation de la vie sociale que nous devons adapter. Mais je crois que nous devons le faire en permettant de continuer à vivre. Le sentiment que ça donne entre Jean-François Delfraissy et maintenant le président de la République qui nous dit demain on prendra des décisions, c'est qu'on joue un peu avec nos nerfs, parce qu'on aimerait bien savoir quelles sont ces décisions. On va pas se cacher, Bruno Millienne. On va tout droit vers des reconfinements localisés ou pas? Je n'espère pas, en tout cas. Moi, simplement, s'il y a un constat qu'on peut faire, c'est que si on avait été, d'une manière générale, un petit peu plus prudent cet été, et encore, je comprends ce besoin de liberté qu'on a eu pendant les vacances, qui ont fait que, finalement, beaucoup de jeunes, notamment les jeunes, mais c'est compréhensible, c'est humain, se sont passés complètement des gestes barrières, des masques, etc. Ce virus, on sait qu'il circule, on sait qu'il continue à circuler, on sait qu'il est toujours là, et qu'il va être là pendant un certain temps. Si on ne s'astreint pas les uns et les autres, effectivement, à respecter les gestes barrières, à porter le masque, il y a forcément une contamination qui progresse. En plus, on teste de plus en plus. Donc c'est vrai qu'on relève des cas asymptomatiques ou symptomatiques de plus en plus. Moi, je trouve que ce qui est important, mais je suis pas médecin encore, donc c'est compliqué. Oui, mais ça, c'est la réponse qu'on me fait tous les jours. Vous voyez, non, moi, mais justement, je suis pas médecin, c'est pas à moi de décider. Mais moi non plus, je décide pas. Mais j'aimerais bien savoir à quelle sauce on va être mangé. Justement, j'allais aller au bout. Moi, j'entends les médecins, justement, quand ils nous disent, attention, si on a à nouveau des cas de gens qu'on retrouve en réanimation et ça monte, il faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où tout d'un coup on se retrouve dans la situation du mois de mars où les malades en réanimation commencent à augmenter de manière exponentielle. C'est effectivement ce qu'il faut éviter à tout prix, parce que même si on est mieux préparé qu'on ne l'était au printemps, personne n'est en capacité, j'imagine, de mesurer le taux de malades que peut générer une montée exponentielle. Et le cas échéant, faudra-t-il envisager de reconfiner localement? Mais je peux pas vous dire autre chose, je suis honnête que j'espère pas. Catherine Arnoux. Moi non plus, j'espère pas. Les conditions sont complètement différentes parce que on a beaucoup appris, même si on ne sait pas tout, on a beaucoup appris de ces 6 derniers mois. Les médecins ont beaucoup appris, oui. Il y a encore plein de choses qu'ils ne savent pas. Mais en attendant, le confinement le 17 mars était la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution sur quelque chose qu'on ne connaissait pas, dont on ne connaissait pas l'évolution et dont on n'avait pas en plus la capacité de faire preuve. Maintenant, quand les gens vous disent « je suis pas médecin, je peux pas décider », moi je peux vous dire « je suis médecin, je peux pas décider ». Mais moi je sais que j'ai appris un truc. En politique comme en médecine, le premier mot, c'est d'abord ne pas nuire. Primo non nocere, d'abord ne pas nuire. Il ne faut pas nuire, bien évidemment, à une évolution de maladie qui pourrait être dramatique. Mais il ne faut pas nuire non plus à la vie de nos concitoyens, parce que c'est pas rien, c'est pas seulement le loisir, c'est pas seulement la capacité de s'embrasser, c'est la vie de nos concitoyens qui est en jeu. C'est-à-dire comment, à un moment donné, avoir un côté suffisamment raisonnable pour appliquer des mesures
qui sont le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire surtout pas excessive. Peut-être que les propos qu'on entend actuellement, c'est l'occasion simplement de mettre un tour de vis et de dire voilà ce qui vous menace. Si c'est dit comme ça, je préférais qu'on nous dise c'est la solution qu'on essaye de ne pas adopter. Moi, je ne vois pas comment un secteur va être confiné, comment il pourra vivre par rapport aux voisins. Enfin, je n'imagine pas. Dans ces secteurs-là, on sait que de toute façon, parce que c'est un peu les secteurs que je connais, on sait que ça sera les endroits où les gens sont les plus fragiles et les secteurs et les quartiers les plus pauvres qui vont encore en prendre, pour lesquels ça va être le plus difficile. Donc je n'imagine pas qu'on puisse être confronté à ça. Jean-Alain Lacapelle, Marie-Noëlle Lienemann, je vous donne la parole. Écoutons le professeur Delfraissy ce matin. Je dis qu'il joue avec nos nerfs. Il nous a dit hier, dans quelques jours, il y aura des décisions difficiles à prendre du côté du gouvernement. Écoutons-le ce matin. Et je précise après qu'il sera chez Darius Rochebin ce soir et qu'on attend beaucoup d'éléments de lui. Inquiétant dans certaines régions, en particulier dans le sud, mais aussi à Bordeaux, c'est avec des chiffres. Et ces chiffres, à partir des calculs qu'on peut faire, montrent que le système de soins, et qu'en particulier le nombre de lits de réanimation qui peuvent être consacrés aux patients Covid, va être bousculé et interpellé à partir, je dirais, de la mi-octobre ou à partir de début octobre dans certaines régions. Vous l'avez entendu, et je le précise, il sera de nouveau l'invité exceptionnel à 20h40 de Darius Rochebin ce soir, le professeur Delfraissy. Il pointe du doigt la région sud et la région bordelaise. On était avec Renaud Muselier tout à l'heure, en direct, furieux de l'attitude du professeur Delfraissy. Écoutez-le. Monsieur Delfraissy parle beaucoup trop. Pendant la crise du Covid qui nous a touchés en février, mars, avril, il a dit beaucoup de bêtises. Il a cautionné des errements politiques majeurs du gouvernement de l'époque sur un problème qui est assez simple. Vous n'avez pas le masque, pas grave. Vous n'avez pas le test, pas grave. Vous avez des signes, restez chez vous, prenez de l'aspirine, puis on verra plus tard. C'est un pompier pyromane, en fait. Il met le président de la République et le pouvoir politique dans une situation très compliquée en leur disant maintenant vous avez l'obligation de prendre des décisions. Mais en fonction et en vertu de quoi pose-t-il ces choses-là ? Alors, en gros, il nous dit, d'abord, il ferait mieux de se taire, Jean-François Delfraissy. En plus, il coince le gouvernement qui maintenant est obligé d'agir en conséquence. Non, mais ce qui est vrai, c'est que depuis le début de cette crise sanitaire, le gouvernement exprime des contradictions. Rappelez-vous l'histoire du masque. Au départ, le masque ne sert à rien, il est inutile, et tous les membres du gouvernement le disent. Puis aujourd'hui, il devient obligatoire. Et dans l'obligation, d'ailleurs, on ne sait même plus s'il est obligatoire partout, dans certaines rues, dans certaines villes ou ailleurs. Les tests, c'était la même chose. On ne testait pas parce qu'on n'avait pas assez de tests. Et de la même manière, on avait caché les faibles capacités de masques que nous avions. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés un petit peu dans l'obligation de nous confiner. Il y a trois, pour moi, indicateurs, de toute façon, qui aujourd'hui doivent permettre de mesurer la propagation de l'épidémie. C'est le nombre de lits d'hospitalisation, enfin le nombre d'hospitalisations, le nombre de lits de réanimation et puis les décès. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres là-dessus, pas réellement, pas globalement. Et donc, le gouvernement doit avoir ces chiffres-là. Oui, c'est à lui de prendre des décisions. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus tétaniser les gens, leur faire peur inutilement. On a un virus qui s'est propagé, ou disons qu'on a identifié. On a identifié de plus en plus de contamination, parce qu'on a des tests. Quand on teste 700 000 personnes par semaine, et quand on faisait rien il y a 3-4 mois, c'est évident qu'on a beaucoup plus de gens détectés dans la détention du virus. Non, oui, c'est pas mécanique. Un chiffre, depuis début juillet, le nombre de patients dépistés a été multiplié par un peu plus de 2, le nombre de cas positifs par 12. Oui, 12. Donc on a plus de cas positifs. C'est pas simplement le nombre de tests qu'on multiplie qui entraîne mécaniquement une hausse de cas positifs. Il y a tout de même un effet mécanique. Alors ce qu'il faut, c'est rester bien sûr vigilant. Il faut que les Français, qui ont quand même été très disciplinés pendant notamment le confinement, continuent à l'être en respectant les gestes barrières. Et pour vous, il est inenvisageable qu'on reconfine localement une ville, par exemple ? Écoutez, moi je pense qu'il faudra d'ailleurs nous démontrer d'abord pourquoi, et je pense que ce serait dangereux qu'on en arrive là, en effet. Marie-Noëlle Lienemann. Bon, d'abord, moi je pense qu'en effet, il faut tout faire pour éviter le reconfinement, fût-il partiel, sur un territoire. Qu'est-ce que je constate ? Vous avez raison de dire que toutes ces déclarations-là, c'est anxiogène. On a l'impression qu'on est dans du sable mouvant, qu'on ne sait pas où on va. Quand Emmanuel Macron dit on n'est pas dans l'à peu près, si, quand même, on a un peu cette impression d'être dans l'à peu près. Donc, première des choses, nous savons qu'il y a un problème de test. Parce qu'il ne suffit pas d'en faire 800 000 ou 1 million. Faut-il encore que dans les délais
où on a les réponses sur les tests, on soit dans une situation qui permette d'être efficace pour isoler les gens. 2, il y a 4 heures de queue dans toute une série d'endroits pour se faire dépister. Des fois, vous risquez plus en attendant ou en prenant le métro pour aller ou le transport en commun pour aller vous faire dépister. Donc, une stratégie de test plus claire avec une capacité de mettre en œuvre des tests dont on sait que la réponse sera rapide. Donc, il faut peut-être sélectionner les priorités dans qui doit se faire tester. J'entends plein d'épidémiologistes qui nous expliquent qu'il faudrait serrer mieux les tester et peut-être les prioriser, etc. Premier point, les tests. Parce que déjà, c'est quand même l'efficacité du truc test puis confinement, de clarté sur combien de temps il faut rester confiné. Enfin, personnellement. On va passer à 7 jours. Voilà, mais donc on nous donne des explications rationnelles. Pourquoi c'est 7 jours et pas 14 ? 7 jours à partir de quand et comment ? Parce que j'entends des choses totalement contradictoires et les médecins eux-mêmes, chacun a sa lecture. Troisièmement, il faut mettre les élus locaux dans le coup. Moi, je ne partage pas les idées de Renaud Muselier, mais je dis que quand on sait qu'il y a dans une région une montée des risques où on se dit qu'il faut prendre des décisions entre parenthèses plus draconiennes, la première des choses, c'est quand même d'aller causer avec les régions, les départements, éventuellement... Mais c'est ce qui est fait, alors avec moins de facilité. Mais non, parce que là, il va annoncer des choses, à ma connaissance, qu'il n'y a pas eu de consultation à part informelle avec le préfet, mais sérieuse entre le gouvernement et les élus locaux. Pour que le jour où la décision est prise, ce soit pas le flottement, non, pourquoi, il y a qu'un machin, etc. Or, je dis, il y a un déficit d'association des élus locaux. On est justement avec un élu local, président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui est en ligne au téléphone avec nous. Alain Rousset, bonjour. Vous avez peut-être entendu le professeur Delfrécy qui parle de la région Sud et de la situation de la Gironde. Vous vivez comment quand le professeur Delfrécy semble nous dire s'il y a des mesures plus restrictives à prendre, ça commence par chez vous? Écoutez, d'abord, on vit dans une forme d'inquiétude pour la santé de nos concitoyens, et d'autre part pour l'économie, l'emploi et le développement. Donc je pense, j'entends le débat qui a lieu, que des comités de crise ont été mis en place dans chaque département et à l'échelle de la région, c'est ce que nous vivons, nous, en Nouvelle-Aquitaine, qu'il y a sûrement une meilleure écoute des élus locaux, une meilleure association des élus locaux pour recréer la confiance qui doivent être faits. Il me semble que c'est ce qu'a demandé le Premier ministre. Association avec l'ARS. Nous discuterons plus tard de l'organisation de la santé. Vous savez ce que je pense du modèle européen qui est, me semble-t-il, beaucoup plus efficace que le modèle centralisé français. En tout cas, oui. Nous avons un bon rapport avec l'ARS, y compris quand il a fallu acquérir des masques et les distribuer aux EHPAD. Je pense que c'est... Mais Alain Rousset, pardonnez-moi, mais parce que j'entends et j'ai l'impression souvent que les élus, en règle générale, me donnent l'impression d'esquiver un peu le débat. Demain, et si la situation s'aggrave, on peut peut-être localement reconfiner. Vous dites, ça, c'est un drame pour ma région. Si on reconfine à Bordeaux, c'est un drame. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord avec Marie-Noëlle Lienemann. Il faut tout faire pour éviter le confinement nouveau. J'ai fait le point ce matin, au moment où vous m'avez appelé, sur les causes de la contamination. Elles se font dans les lieux de convivialité, dans les vestiaires. Il faut plutôt faire Aujourd'hui, dans les entreprises, les choses entre le dirigeant de l'entreprise et les organisations syndicales se sont, semble-t-il, très bien passées. Il faudra arriver à avoir un peu de souplesse. Une suggestion d'un des chefs d'entreprise de la région qu'il me faisait tout à l'heure. Comment peut-on former les infirmières, les infirmières d'entreprise, les infirmières des écoles, pour faire les tests? Comment peut-on mieux former les médecins aussi? Parce que la concentration des tests limite la rapidité du résultat. De la même manière, utiliser ce qu'on appelle les laboratoires vétérinaires, parce que le monde de la santé animale connaît mieux la Covid que le monde de la santé humaine. Ce sont des choses qu'il faut faire très très vite. Merci beaucoup Alain Rousset d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais encore une fois, vous témoignez de quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous me parlez des tests.
tous, vous me parlez des masques, mais bon, après tout, on en a quand même un certain nombre aujourd'hui de tests. On en a. Des masques. On fait pas. Attendez, je reviens à ma question. J'entends qu'il ne faut pas reconfiner localement, ce serait un drame pour notre économie. Alors, est-ce que, par exemple, on reconfine des catégories de population, les plus fragiles? Vous savez que ce débat, il a été esquivé très vite lors du confinement. Les plus âgés. Écoutez Emmanuel Macron hier en Corse, un échange avec quelques personnes qui étaient présentes autour de lui. Quand on a plus de 65, il faut faire particulièrement attention. Non, mais c'est vrai. C'est sûr, mais on parle de ça tous les jours. Non, mais je ne fais pas de... On essaye. Mais non, je dis ça pour chacune et chacun. Vous avez vu la réaction tout de suite des gens qui l'entourent quand on a plus de 65 ans. Non, mais je fais attention. Comment vous allez vérifier que vous avez quelqu'un dehors qui a plus de 65 ans ou pas? Enfin, franchement, vous avez 62 ans, 65. Mais on n'a pas le droit de la poser, cette question. Non, mais on a le droit de la poser, mais le scandale des EHPAD, c'est que ces établissements n'avaient aucun matériel de protection. Alors, c'est encore autre chose. Non, mais c'est pas autre chose. Des gens qui ne sont pas dans des EHPAD. Il n'y avait aucun matériel de protection. C'est-à-dire que malheureusement, le personnel soignant ou surveillant n'avait pas de blouse, de gants et de masques. Et bien évidemment aussi, les personnes âgées n'avaient rien et n'étaient pas protégées. On les a abandonnés et d'ailleurs, on a tué pendant plusieurs semaines la situation dramatique de ces EHPAD. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est aussi protéger cela et anticiper. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on a suffisamment de masques pour pouvoir protéger l'ensemble des EHPAD, qu'on ait suffisamment de masques pour pouvoir assurer aussi l'ensemble du personnel médical, qu'on ait assez de masques pour que les Français, si demain, bien sûr, le masque est obligatoire partout, puissent l'assumer. Je dis, et je reviens quand même, j'en profite, je crois qu'il faut vraiment se remettre en question sur la gratuité du masque. Et puis, il faut donc tester. Mais les tests salivaires ne sont pas faits. Par exemple, j'entends, moi, des épidémiologistes qui disent allons sur les tests salivaires, c'est beaucoup plus rapide. On attend un peu de beaucoup plus rapide encore, si j'ai bien compris. Non, mais alors attendez, ça doit être plus rapide et plus efficace. On reconfine pas par région, on reconfine pas par territoire, on reconfine pas par âge. Bon. Non, mais on reconfine à la suite des tests. À quoi servent les tests? Exactement. Les tests servent, c'est pas pour se rassurer soi-même. Le test sert à savoir si vous avez, après avoir fait une enquête, si par exemple, soit vous avez des signes, soit vous avez été en contact de quelqu'un qui a la maladie, savoir si vous-même vous êtes porteur et si vous pouvez avoir contaminé. Et là, c'est là qu'on fait de l'éviction, c'est là qu'on fait c'est là qu'on demande aux gens de rester chez eux. Et c'est une façon, effectivement. Et on le surveille pas. Ben c'est bien ça, peut-être qu'il faut faire. On surveille plus ou moins, on n'impose pas, on n'oblige pas. Il y a une chose, c'est que localement, je peux vous dire, même si on a beaucoup appris de nos erreurs, je dis on, parce que je pense qu'il y a une responsabilité collective, on aura à se reposer la question de l'organisation de l'ARS et de l'efficacité locale de l'ARS. Je peux vous assurer qu'on n'est pas encore parfait dans ce protocole et cette rigueur d'organisation. Si on est rigoureux, si on a un vrai bon sens, c'est le confinement, on peut l'éviter. C'est un constat d'échec, le confinement. Donc ça veut dire que localement, on doit et on peut éviter. Mais il faut il faut pas qu'on dise l'ARS fait, c'est l'ARS qui décide. L'ARS, déjà, prenez votre téléphone et essayez d'avoir l'ARS, même en tant que responsable local. Je pense que si vous n'avez pas une demi-journée à consacrer à votre coup de téléphone, vous n'arriverez pas. Donc à un moment donné, il faut se reposer la question, comment localement, mais là, localement, c'est-à-dire dans toutes les collectivités, dans toutes les écoles, dans tous les lieux de loisirs, dans tous les lieux de sport, comment on a tous ensemble la capacité d'avoir un protocole sûr qui protège tout le monde. C'est ça le vrai sujet. Quand j'ai posé la question des plus de 65 ans, vous avez fait comme si c'était inflammable. Parce que cette histoire de cette histoire de seuil, enfin franchement, pourquoi 65, pas 63, 60 ou pas 70? Les comorbidité qui sont importantes. Comment vous faites sur un département? C'est pas possible. Catherine Arrey-nous le sait bien, puisqu'on participe aux mêmes réunions avec l'ARS, avec le préfet, etc., qui sont repartis. Donc d'où, et puis ça reparti que chez nous, dans tous les départements. Donc les élus locaux sont mis aussi autour de la table. Après, effectivement, pour le simple kidam joindre l'ARS, ça c'est un autre problème. Je suis d'accord avec vous. Mais malgré tout, on est mis au courant de la situation de manière, nous, hebdomadaire, voire plus si les choses empirent. Mais après, il faut quand même qu'on ait conscience, que tout le monde ait conscience de la difficulté extraordinaire à prendre une décision, quand même les médecins et les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Mettez-vous un tout petit peu... Non, mais je suis désolé, mettez-vous un tout petit peu à la place des élus, quels qu'ils soient, même dans le rapport, même les préfets avec lesquels on travaille. Ou quand on vous dit quelque chose le lundi, le corps scientifique vous dit autre chose le mercredi, c'est quand même excessivement... Alors passons-nous du conseil scientifique. Non, on peut pas le faire. Mais non, on peut pas le faire. Pourquoi? Parce que la maladie est évolutive et forcément on a des décisions à prendre qui sont évolutives. Alors, ça embrouille un petit peu tout le monde. Mais vous ne me dites toujours pas quelle décision. Alors vous avez attendez, je vais finir. Ce que disait Catherine Arrey-nous, elle a raison.
L'histoire des tests, c'est ce qu'on en fait derrière. C'est qu'une fois que les gens qui ont été Comment on surveille, testés entre positifs, guillemets. on fait les cas contacts. Et si dans les cas contacts, il y a des gens qui sont potentiellement dangereux, oui, il reste ces jeux. C'est ça le Et confinement. rien n'est organisé là-dessus. Attendez, moi, Et je vous vous avez pose raison. une Et moi, je organisation locale. je partage sur les Mais, tests. c'est pas vrai, c'est pas Mais vrai. je crois qu'on n'a pas les mêmes capacités de test aujourd'hui, très sincèrement, pour pouvoir tester tout le monde. Le gouvernement nous dit qu'il va tester tous les gens qui proviennent de pays dits sensibles. J'étais hier à Bruxelles. C'est un des pays les plus aujourd'hui contaminés. Je passe D'ailleurs, et je au fais 2 passage, allers-retours par semaine pour aller à Bruxelles et je ne suis jamais contrôlé. Et au J'ai des passage, amis la vous semaine avez pas le droit dernière. de siéger à Strasbourg, alors. Ouais, alors que Bruxelles J'ai des est amis, plus, j'ai des amis la semaine dernière qui sont venus de New York, un épicentre tout de même de cette épidémie. Mais là, vous parlez Ils n'ont que jamais de été l'extérieur. contrôlés aux aéroports. Non mais madame, je dis qu'on ne contrôle Non, mais pas. attendez, vous On devez fait je croire. sais bien, je sais Normalement, bien. vous avez un test. Donc en fait, il faut 72 heures à il faut présenter. tester. Une fois que les gens sont éventuellement détectés positifs, puis ensuite il faut les isoler et il faut les soigner. Mais il faut. Le Mais Conseil alors, scientifique justement- nous dit sur la question de l'isolement, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil scientifique. Il nous dit ce n'est pas respecté. C'est d'ailleurs pour ça Ben, qu'on propose justement, de passer à 7 jours parce que c'est je- plus acceptable sans doute. je- On n'a aucune donnée. Pardonnez-moi. Le Conseil scientifique nous dit on n'a aucune donnée sur les hôtels réquisitionnés Oui, mais- qui ont dû servir à Mais au l'isolement. lieu On ne sait pas d'avoir combien de personnes attendre ont servi. nationalement leur truc, il faut absolument qu'il y ait dans chaque commune, ou en tout cas agglo ou métropole, je n'en sais rien, mais qu'il y ait un travail sérieux avec les élus. Quand un cas est dépisté, comment on le suit? C'est-à-dire qui le fait? Et on en est encore là, Mais je Marie-Noël. On se m'excuse. pose encore ces questions. Ben, la preuve. Expliquez-moi La preuve, comment vous mettez... Oui, c'est bien le problème. Comment vous Sinon, mettez, on aurait entre moins de guillemets, problèmes. un gendarme sanitaire derrière chaque cas qui doit être confiné? Mais parce C'est que un peu justement, compliqué. il n'y a pas besoin que du gendarme sanitaire. Il y a aussi Non, mais besoin d'une dynamique c'est pour ça que j'ai locale. pris gendarme Quand sanitaire. vous savez, prenons les personnes de plus de 65 ans ou mettons de 70. Les élus locaux ont Ça, on souvent, sait les par gérer. leur CV, par leur service, des liens avec ces gens. Oui, Il on ne sait s'agit les pas gérer, d'aller ça. mettre un flic devant chaque personne, Non, mais il y a un mais pro- que le service il y appelle, a un problème de comment ça va défiance chez aussi, vous, parce que vous les avez un gens- problème, etc. Il y a un c'est problème, très non, mais il y a un problème de intéressant. défiance aussi parce que Il les y a gens, un problème de avec tout ce qu'on suivi leur a dit sur humain. les masques, n'arrivent plus à savoir si ça sert à quelque chose ou pas. Et regardez le mouvement d'anti-masque qui se met en place. Il n'est Oui, pas enfin, il est tout très, à fait très anodin. influent. Il n'est pas étranger à l'improvisation du gouvernement. Si on expliquait Mais réellement d'accord, mais une que fois qu'on a porter dit le ça- masque, ça permet de sauver et de protéger les autres, si on l'expliquait calmement, sans tergiversation, je pense qu'aujourd'hui, les gens seraient encore plus disciplinés qu'ils le sont. Moi, Le je gouvernement voudrais a une faire responsabilité deux dans cette propositions. défiance aussi. Attendez. Pardonnez-moi, mais ces questions, et je l'entends, et peut-être que c'est propre à la France, je ne sais pas. La question de la coercition, elle n'est jamais posée. On est sur la base du volontariat, d'une Si. certaine manière, Non, l'isolement c'est vrai que l'isolement chez est nous, posé. c'est pas Est-ce vrai. qu'on doit Comparé pouvoir, aux Bruno Millienne, Suédois, est-ce que on c'est est bien un gros mot Est-ce que Mais c'est c'est un pas gros vrai. mot En Mais France, attendez c'est que la je finisse ma coercition. question, Marie Liman. Est-ce que Bruno Millienne, c'est un gros mot que de dire il faudra imposer et il faut en Mais on passer par là impose. Mais on a imposé. Mais qu'est-ce que vous avez imposé Eh ben, les masques. Souvenez-vous, Alors au début oui, de les l'été, masques. au Mais sur déconfinement, l'isolement. au début de l'été, on avait laissé, on avait dit aux citoyens, soyez responsables, conservez les gestes barrières, mettez les masques dans les endroits clos ou dans les endroits où il y a du monde. On a été obligé d'obliger le port des masques parce que c'était pas respecté. Et encore, je le comprends. C'était une réaction humaine après des mois de confinement. Mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Alors la par coercition. Si je suis positif, demain, Oui, je peux mais sortir attendez, dans la mais- rue. oui, mais justement, vous Mais allez oui. plus vous tester. Le risque que vous Mais avez votre quand vous allez responsabilité dire... personnelle, vous savez Voilà. que vous êtes positif, Vous et allez- vous allez quand même sortir. C'est ça qui est grave. Non, mais et par ailleurs, une partie comprends des pas, gens monsieur n'iront Borne. plus se faire tester parce qu'ils Ah, vous, voudront je pas pense être pas. fliqués pour être sûr que voilà. Donc moi, je voudrais faire deux propositions. La première, je pense qu'il est fondamental de renforcer encore nos capacités de réanimation. Et je pense que sur le territoire, On a des capacités de monter non, en non, puissance. bah, attendez, et moi je peux vous dire quand je vois les infirmières et les médecins, ils s'inquiètent. On n'a pas fait le maximum là-dedans. Il faut encore en faire le truc. Deuxième chose, on voit que les cas les plus tangibles sont liés à des regroupements dans les lieux Souvent festifs. familiaux, oui, Donc aussi. peut-être faut-il ou familiaux. Alors les familiaux, c'est déjà plus dur d'aller contrôler si vous avez 5 personnes chez vous ou pas. Par contre, les lieux festifs, je sais que c'est terrible, mais il faut encadrer le nombre de gens ou limiter le type d'activité parce que c'est quand même beaucoup là que ça se reproduit. Madame la médecin. Et après, oui, alors c'est un vrai sujet hein, pour nous, politiques locaux, parce que ça veut dire que la vie locale, Eh oui, l'organisation de la vie locale, il y a une façon très simple de prendre une décision, c'est de tout supprimer.
Mais est-ce qu'on n'est pas responsable d'une forme de vie que l'on arrête? Donc il faut quand même, et moi je pense que la concentration de protocoles extrêmement sérieux, vous savez que les habitants, ils comprennent bien le risque. Ça leur plaît ou ça leur plaît pas, le masque, ça leur plaît. Mais quand on leur dit, il y a un cas contact là, le sérieux, c'est justement que ces 18 enfants restent pendant un temps donné à domicile. Le sérieux, c'est, les gens le prennent à titre individuel pour leur propre sécurité, pour la sécurité de leur famille, et puis parce que, au bout d'un moment, quand même, on a compris qu'on était dans un risque global. Mais il faut se poser des vraies questions et il faut se donner les moyens, des tests, des conditions de test. Arrêtons de faire tester des gens qui ont juste des peurs individuelles. Tous les jours de se poser les vraies questions et on attend les réponses. On va faire une petite pause. On attend les réponses du gouvernement. C'est demain à l'issue du conseil de défense qui doit avoir lieu demain matin. On nous promet des réponses et on verra ce que dit le gouvernement et ce que choisit de faire Emmanuel Macron. Le professeur Delfrécy, je vous redonne ce rendez-vous exceptionnel ce soir, invité de Darius Rochebin à partir de 20h40 sur notre antenne. Qu'est-ce qu'il a en tête, le professeur Delfrécy, le président du conseil scientifique, face à la situation sanitaire qui évolue dans la mauvaise direction? On en reparlera. Nous, dans un instant, on va revenir sur une compétition qui est machiste et qui est polluante. C'est le Tour de France. Et c'est belle, c'est peut-être beau, mais c'est machiste et polluant, nous dit le maire de Lyon. Pourquoi est-ce qu'il nous dit tout ça? On va essayer de le comprendre. Est-ce qu'il faut de la pureté politique, une vision pure des choses? C'est ce que disent certains. On revient dans un instant. Il est 13h, bienvenue dans LCI Midi, le rappel de l'actualité en cette mi-journée. Soudain, la tension semble monter d'un cran. La question n'est plus de savoir si le ton va se durcir face à l'épidémie, mais à quel point le ton va se durcir. Nous aurons des décisions à prendre, assure Emmanuel Macron, demain en vue du Conseil de défense. Nous aurons des décisions à prendre. Mais voilà, il faut, je pense, continuer à être exigeant, réaliste, sans céder à quelque panique que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est nous adapter à l'évolution du virus, c'est essayer de ralentir au maximum et de stopper la circulation de celui-ci, avec les gestes barrières que nous respectons, avec l'organisation de la vie sociale que nous devons adapter. Mais je crois que nous devons le faire en permettant de continuer à vivre. Des décisions à prendre, mais quelles décisions? Peut-on envisager des reconfinements partiels? La question est au cœur du débat ouvert par le Conseil scientifique, Thibaut Gauthier. L'alerte est claire. Face au virus, certains départements sont dans une situation délicate. Inquiétant dans certaines régions, en particulier dans le sud, mais aussi à Bordeaux, le système de soins, et qu'en particulier le nombre de lits de réanimation qui peuvent être consacrés aux patients Covid, va être bousculé et interpellé à partir, je dirais, de la mi-octobre ou à partir de début octobre dans certaines régions. Principalement touchés, les départements de la région PACA, l'Île-de-France, mais aussi la Gironde. À Bordeaux, le nombre de cas a explosé ces derniers jours. Le gouvernement pourrait alors envisager la mise en place de reconfinements locaux. Cette crise, depuis qu'elle s'est présentée à nous, depuis le début, elle nous a appris à ne jamais rien exclure par principe pour l'avenir. Un conseil de défense se tiendra demain à l'issue duquel des annonces seront faites. Reconfinement local ou pas, ces mesures interrogent. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée en attendant que l'épidémie diminue. S'il faut le faire, il faut le faire, mais mettez-vous à la place des commerçants, des artisans, enfin des entreprises en général, quoi. Pour l'instant, le gouvernement a exclu la possibilité d'un reconfinement national. Regardons de près également la situation dans les écoles. Là encore, c'est exponentiel. Il y a une semaine, une centaine de classes étaient fermées. Le chiffre a quintuplé en quelques jours. Plus de 500 classes désormais closes pour cause de contamination. Encore le porte-parole du gouvernement. Les chiffres dont je dispose, qui sont des chiffres France entière, qui ne sont pas que la France métropolitaine, qui datent d'hier soir et qui donc correspondent à la journée de mercredi, c'est 32 établissements fermés en France, ce qui correspond à 0,05% des établissements, et 524 classes qui ont été fermées sur à peu près 150 000 classes en France. Je vous donne encore deux informations. Une information politique. L'ex-ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a été élu président du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il est à tête désormais des députés de l'AREM. Il a été élu au second tour du scrutin face à Aurore Berger. Il succède à Gilles Legendre, démissionnaire. Et puis encore une information qui nous vient de l'étranger. Vous allez voir les images en direct du port de Beyrouth,
où un gigantesque incendie s'est déclaré dans un entrepôt, ce qui a semé la panique parmi les Libanais encore sous le choc de l'explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé la capitale. C'était il y a 5 semaines seulement. D'épaisses colonnes de fumée noire, vous le voyez, sont visibles depuis plusieurs quartiers. L'incendie a vraisemblablement touché un entrepôt qui stocke de l'huile de moteur et des roues de voiture. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre édition de 13h30. Mais en attendant, nous poursuivons, si vous voulez bien, notre débat. Décidément, les nouveaux maires écolos font parler d'eux, parfois à contre-courant. Le Tour de France est machiste, le Tour de France est polluant. Le nouveau maire de Lyon, donc, Grégory Doucet, n'a pas de mots assez durs pour parler de la grande boucle. Dans le journal Le Progrès, il s'emporte. Plusieurs points me dérangent. D'abord, le Tour de France continue à véhiculer une image machiste du sport. Et puis, il insiste ensuite, vous allez le voir, Grégory Doucet, quand on défend les valeurs du sport, on défend l'égalité femmes-hommes. Il devrait y avoir un Tour de France féminin depuis longtemps. C'est la dernière épreuve d'envergure à ne pas avoir franchi le pas. Et j'aimerais vous soumettre le commentaire que fait le patron de La République En Marche, Stanislas Guerini. Je trouve que c'est une drôle vision de la société. Moi, j'ai un petit peu peur des visions de la société qui trouvent que rien n'est jamais assez pur d'une certaine façon, qui veulent revenir sur tout. C'est de l'idéologie. Je trouve que c'est une vision trop idéologisée. Elle m'inquiète un petit peu, pour tout vous dire, parce que on ne fait plus rien dans aucun domaine si on se met à avoir ce type de raisonnement-là. Et donc, moi, je défendrai toujours le Tour de France, je peux vous le dire très clairement. Avant de vous entendre autour de la table, j'aimerais qu'on échange avec Patrick Chêne. Bonjour Patrick Chêne, voix historique qui en est du Tour de France. Merci d'être avec nous dans LCI Midi. Rien n'est jamais assez pur, dit Stanislas Guerini en réagissant à ce que vient de dire Grégory Doucet. Vous êtes sur la même ligne ? Ouais, il ne faut pas se tromper. Je crois que la déclaration du maire de Lyon, c'était une déclaration éminemment politique. Moi, je suis très concerné par l'écologie. J'ai un domaine viticole désormais. Je suis en bio, je suis en biodynamie. Je suis aussi un militant, en quelque sorte. Mais je ne partage pas du tout cette approche de l'écologie qui est punitive, culpabilisatrice. Je pense qu'il a voulu faire un coup. En plus, il se trompe parce qu'il fait un peu le malin. Il dit « Ah ben Lyon n'accueillera plus le Tour. Si c'est comme ça, il faut que ça évolue. » Ce qui se passe, c'est que le Tour, c'est une société privée qui choisit ses villes. C'est pas lui qui va choisir la prochaine fois que les Lyonnais auront la chance de voir le Tour de France. Mais ça, c'est un détail. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le Tour machiste, sans doute encore un peu trop, oui. Et vous savez qu'à partir de 2022, le Tour féminin qui a existé depuis 1984 va réexister, va renaître. Donc voilà un effort. Le Tour, sans doute un peu trop polluant, oui. Moi, je pense que les marques automobiles qui sponsorisent le Tour, qui sont partenaires, devraient peut-être en profiter pour profiter de cette vitrine pour montrer que l'électrique fonctionne formidablement et participer ainsi peut-être à la pédagogie des Français. Mais il faut se mettre autour d'une table, il faut discuter. Mais ces déclarations de guerriers, moi, j'avoue que ça me fascine. La politique, c'est tout sauf ça. La politique, c'est de rassembler. Et ce maire élu un peu, on va dire, par accident, pardon, c'est la démocratie, il a été élu. Je pense qu'il se trompe, il faut qu'il apprenne un peu à faire la politique. On ne s'attaque pas au Tour de France comme ça. On fait évoluer le Tour de France. On aide à l'évolution, à aller encore plus vers ce public, vers ces familles, ce spectacle gratuit, populaire, qui fait partie du patrimoine des Français. Je pense qu'il n'a pas compris ça. Je suis à sa disposition pour lui expliquer. Eh ben, on le renverra vers vous, on lui donnera votre numéro. Vous restez avec nous, Patrick Chêne. Marie-Noëlle Lienemann, finalement, il pose les bonnes questions de la mauvaise manière, Grégory Doucet, ou c'est une forme d'extrémisme qu'il exprime, parce que c'est ce qu'on entend? D'abord, je trouve que c'est une provocation, parce que qu'il y ait des questions qui se posent, mais c'est vrai pour toutes les activités, hein. Je veux dire, toutes les activités sont polluantes. Donc, qui pose la question de l'égalité homme-femme dans le sport, de la manière dont le Tour de France va évoluer, ou de la manière dont on peut le gérer d'une manière plus écolo, avec moins d'empreintes carbone et écologique, ça me paraît sain. Simplement, le venir en provoquant un des événements les plus populaires, on risque de créer une fracture entre une partie de nos concitoyens qui habitent pas dans les centres-villes, qui ont une vision de la fin du mois prioritaire par rapport à la fin de la Terre. Bon. Et de l'autre côté, évidemment, ce serait une erreur de laisser rien évoluer. Mais pour faire évoluer, il faut une certaine adhésion. Donc oui, je partage l'idée. Mais quand vous dites c'est populaire, d'ailleurs, Patrick Chêne, vous dites la même chose, c'est populaire. Mais quoi, c'est du mépris de classe qu'exprime Grégory Doucet, Patrick Chêne? J'espère qu'il ne l'a pas fait exprès, mais ça finit par être perçu comme ça. Patrick Chêne, qu'est-ce que vous en dites?
Non, je n'irai pas jusque-là. Je dis qu'il a fait une faute politique d'abord. Mépris de classe, non. J'espère que c'est pas le genre de la maison. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est un manque de métier politique, peut-être. Je veux dire, quelle idée d'aller s'attaquer au Tour de France. Pourquoi pas mettre des propositions sur des totems, on peut bien s'attaquer à des totems aussi. Patrick Chen. On a le droit de proposer, je viens de le dire, les voitures pourraient être écologiques, les voitures pourraient être électriques. On a le droit de faire moi, voyez, vous mettez Patrick Chen, journaliste sportif, je pourrais hurler, je suis pas que journaliste sportif. Mais on est là pour discuter, on est là pour être ensemble, arrêtons cet excès, moi ça me fascine, l'évolution de la société, l'agressivité. Mais pourquoi s'attaquer au Tour de France? Faisons évoluer le Tour, soulignons les limites, Madame Lienemann a raison, il y a des choses qui peuvent évoluer. Mais ne le faisons pas de cette manière, on n'est pas là pour opposer les gens. Alors les gens qui n'ont pas le moyen de se payer des stades de foot, ils vont gratuitement au bord de la route, en famille, en tenant la main de maman ou de papa. Ils ramassent des bidons sur le bord de la route. Moi, je dis qu'il faut arrêter d'interdire aux coureurs, de jeter les bidons sous un prétexte écologique. Il faut les jeter, les bidons, au bord de la route. Parce qu'il y a plein d'enfants qui les mettent dans leur chambre et qui rêvent après. En revanche, il faut nettoyer la route après, ce que fait le Tour de France. Oui. Il faut nettoyer les villes, ce que fait le Tour de France. Jean-Alain Lacapelle. Moi, je crois que ce monsieur Doucet est totalement ignorant de ce qu'est l'histoire du Tour de France, qui est une compétition extraordinaire, franchement, qui passionne la France populaire, et depuis toujours. Et on le voit même là aujourd'hui, malgré la crise sanitaire et ce décalage d'ailleurs du calendrier, les Français sont encore passionnés. Et j'en ai marre, moi, de ces gens qui veulent nous dicter en permanence tout de même leurs règles et qui sont dans l'idéologie permanente. Et c'est ça, je vous dis que certains maires écologistes comme Monsieur Doucet sont des pastèques, c'est-à-dire qu'ils sont verts à l'extérieur et rouge à l'intérieur. On ne se trompe pas, ils sont d'extrême gauche. C'est lui qui, lorsqu'il a été élu maire de Lyon, la première décision qu'il a prise, il a imposé l'écriture inclusive au sein de la municipalité. C'est lui qui, au nom de la laïcité, a refusé de participer à une cérémonie chrétienne il y a quelques jours qui, depuis 1646, existe à Lyon. Tous les maires, quelle que soit leur couleur, y ont été. Il a refusé d'y aller. Et le lendemain, il inaugurait et il posait la première pierre d'une mosquée à Gerland. C'est un maire qui est un dingue, moi je vous le dis, j'appelle ça moi des dingues, ce sont des gens qui essaient de nous dicter leurs lois. Mais écoutez, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Ils veulent supprimer le Tour de France? Ils veulent qu'on termine tout nu sur une bicyclette dans un champ avec une feuille de chou autour de la taille? Eh bien moi non, qu'ils retournent dans leur petit nuage. Mais je trouve ça extrêmement dangereux, très inquiétant, et je crois que les Lyonnais vont s'en mordre les doigts d'ici quelques semaines. Bruno Millienne. Oui, bon, moi je rejoins assez les propos de Patrick Chen, que je salue au passage, mais on voit bien qu'en faisant ça, Grégory Doucet ne rend pas service à l'écologie, tout simplement. On en a soupé depuis le milieu des années 80 de cette écologie punitive, culpabilisatrice. C'est justement ce qui a fait perdre ses lettres de noblesse peut-être à l'écologie politique. L'écologie, ça n'appartient pas à un parti, ça appartient à tout le monde, comme l'humanisme. Et le Tour de France, en plus, il dit des contre-vérités. Le Tour de France progresse. Alors, sur le Tour de France féminin, pour le côté machisme, déjà, il fait une erreur parce que ça a existé. Bon, ça s'est interrompu, peut-être faute de combattantes. Ça va repartir l'année prochaine. Donc, exit le machiste. Les hôtesses, vous avez vu cette année. Il y a un hôte et une hôtesse. Il y a un hôte et une hôtesse. Alors, on arrête avec ça. Et puis, pour ce qui concerne les véhicules du Tour de France, Patrick Chen demandait à ce qu'il soit électrifié. Il y avait, je ne vais pas citer la marque, mais partenaire du Tour de France, avait, je crois, emmené 2 voitures 100% électriques sur le Tour de France. Ça va se faire. Il faut qu'on les aide à progresser, bien évidemment. Et Patrick Chen a raison quand il le dit, mais s'attaquer comme ça, c'est pas une question de totem. C'est un peu. Non, c'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine sportif, le Tour de France. Bon Dieu, c'est notre patrimoine sportif. Moi, j'ai pas envie de voir disparaître les coureurs sur le bord de la route et qu'on interdise aux gens d'aller les regarder passer. C'est scandaleux. À Chanteloup-les-Vignes, vous l'accueillez, le Tour de France, s'il passe la prochaine fois? Non, il n'est pas passé très loin, mais je l'accueillerai volontiers. Non, je pense que d'une façon générale, on n'est pas un homme politique pour contraindre, on est un homme politique pour convaincre. Absolument. L'écologie, c'est tout un faisceau de choses qui doit rendre la vie des gens meilleure. On n'a pas à l'imposer, on n'a pas la propre vérité. Et parfois, il faut on n'a pas à l'imposer. C'est un peu ça l'idée. On a à l'amener vers, mais on n'a pas à faire fi de ce qu'on a été, de la société et de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle a proposé, entre autres le Tour de France comme spectacle populaire. On n'a pas à faire fi de ce qu'on a été, on a à faire l'évoluer en fonction de nos connaissances et en fonction de l'avenir qu'on veut donner à nos enfants. Mais moi, je ne supporte pas cette façon brutale de parler, d'imposer.
Parce qu'on parle beaucoup de brutalité en ce moment. Mais il y a une brutalité qui est insupportable. C'est la brutalité du propos. La brutalité qui entraîne tout le monde vers l'obligation de contraindre. C'est pas possible, c'est pas cette société-là que je veux, moi, pour mes enfants. Nous allons poursuivre notre débat, mais... Oui. Pardon. Je voudrais dire plusieurs choses. Premièrement, je crois qu'il est très important, quand on veut faire évoluer les choses, plutôt de mettre des projets d'avenir en disant, écoutez, j'aimerais bien que l'an prochain, le Tour de France fasse la preuve qu'il est plus égalité homme-femme, plus écologiste, et que notamment s'il veut s'arrêter à Lyon, ce serait quand même bien, parce qu'il faut payer quand même pour eux. Bon. Ça a coûté 600 000 € à la ville. Voilà. Je pense très important de bien choisir ses priorités. Parce que quand vous voyez tous les gens qui ont YouTube, 4 portables, 3 trucs dans les catégories les plus aisées, qui à qui on ne dit jamais arrêtez de surconsommer du numérique alors que ça pollue à mort, vous voyez ce que je veux dire, faire attention aux priorités. Faut faire évoluer chacun a ses priorités. Bon, en tout cas, Grégory Doucet, il a exprimé sa position sur le Tour de France. Et nous en avons parlé, on est rhabillés pour l'automne et l'hiver. Patrick Chêne, merci infiniment. C'est vrai que vous êtes journaliste, mais on ne vous résume pas à ça. Vous êtes écrivain, vous êtes combattant, vous êtes viticulteur également. D'ailleurs, je crois qu'on vous êtes sûrement en pleine vendange en ce moment. On va vous laisser poursuivre sans doute. Vous voulez voir l'état de mes mains? Ah bah voilà. Magnifique. Dans quelle région? Les mains de la vendange. C'était mieux le Tour de France. C'était mieux le Tour de France. Merci beaucoup Patrick Chêne d'avoir pris le temps d'échanger avec nous en cette mi-journée. On va continuer notre débat sur un autre sujet. Est-ce que ça raconte notre pays, la France des fausses pudeurs, refoulée pour un décolleté, tenue correcte exigée au musée d'Orsay? Elle s'appelle Jeanne, cette jeune femme, elle est étudiante en littérature et elle s'est présentée ainsi habillée dans cette robe à l'entrée du musée, donc d'Orsay, en plein Paris. Et c'est là qu'on lui a refusé l'entrée au nom du règlement. Les règles sont les règles, lui a-t-on dit en substance. Elle a parlementé, elle n'a rien obtenu, sinon pour pouvoir rentrer, l'obligation d'enfiler une veste, ce qu'elle a fait pour pouvoir rentrer. Je précise tout de suite pour que les choses soient claires que le musée a fini par s'excuser. Mais j'allais dire, on en est là. La police du décolleté. Bruno Mélienne, c'est un simple incident où ça raconte le retour de la pudibonderie en France? D'après ce que je crois savoir, parce qu'on en a parlé avec Marie-Noëlle Lienemann avant de venir, il semblerait que la sécurité du musée soit assurée par une société privée, sous-traitante, et que les agents de sécurité ont fait preuve d'un zèle un petit peu trop important. Il faut qu'on arrête. Il y a un moment, on va pas pouvoir rentrer, et je rejoins Catherine Arnaud, on va pas pouvoir rentrer dans une société où on nous interdit tout le temps, au nom de quoi? Au nom d'une morale décidée par qui, pourquoi et comment? Au bout d'un moment, ça va devenir infernal. Je pense que les gens ne pourront plus vivre dans un pays où, à chaque fois que vous faites quelque chose qui ne rentre pas exactement entre les rails décidés par on ne sait qui, eh bien, vous êtes mis au banc de la société. À cet effet, regardez comment agissaient les minorités il y a une vingtaine d'années. Les minorités agissaient parce qu'elles avaient besoin d'être reconnues, parce qu'elles n'avaient pas d'existence. Aujourd'hui, les minorités n'agissent plus comme ça. Elles agissent pour imposer leur vérité à la majorité. Stop, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on respire. Vous parlez de quelle minorité? En l'occurrence, c'est des agents de sécurité qui ont peut-être fait un peu de zèle. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, même dans le règlement. Enfin, elle est pas, excusez-moi du terme, elle est pas à poil quand même. Bien sûr. Hein? Faut arrêter. J'aimerais bien voir le texte que ces agents ont suivi et qui mesure sans doute de la naissance des seins. Ça doit être assez savoureux. C'est peut-être compliqué à mesurer. Mais vous savez, il faut bien définir des critères pour imposer des règles. Ça me fait penser à aussi ces gendarmes qui est intervenu. Et on avait convoqué le même argument, c'était sur la plage, pour demander à des femmes seins nus de bien vouloir porter le haut de nouveau. Et on avait dit, la gendarmerie s'était excusée après coup en disant, c'était du zèle. Et là, au musée d'Orsay, on nous dit, c'est du zèle. Oui, mais à force de zèle, ça va finir par devenir la règle. Il faut former les gens. En tout cas, il faut arrêter. Il faut commencer à dire des choses claires aux gens. C'est pas à eux de décider quel est leur critère d'indécence. À part la nudité, et encore en France, on a le droit de se promener seins nus sur une plage. Après, c'est autre chose sur les lieux publics, etc. Il y a en France des us et coutumes à défaut de texte. Mais au moins, quand je dis les former, il faut bien les informer. Mais une chose est certaine, il faut résister à ce mouvement. Ça suffit. Mais il vient d'où ce mouvement? La question, c'est... Il y a une double question. C'est vrai que le puritanisme augmente. Non, mais il y a une double question. Je ne sais pas. C'est justement, est-ce qu'il y a un retour au puritanisme?
ou est-ce que certaines personnes dépositaires de l'autorité publique se permettent de faire appliquer, en quelque sorte, leurs lois avant celle d'un règlement ou des lois de la République. Et quelle personne ? Je vais mettre mes pieds dans le plat. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître les motivations. Parce que on parle du musée d'Orsay, mais il y a quelques jours, il s'est passé la même chose dans un supermarché Casino. La direction de Casino s'est excusée auprès également d'une personne dont on a refusé l'entrée dans le magasin, soi-disant parce qu'elle avait une tenue trop décolletée. Mais qui sont ces gens qui analysent et qui évaluent la situation comme celle-là? Et est-ce qu'il n'y a pas des convictions, et je mets les pieds dans le plat, religieuses qui viennent éventuellement influencer? Écoutez, quand je lis un sondage cette semaine où 72% des gens qui sont de confession musulmane font passer, je parle des jeunes de moins de 25 ans, qui font passer la charia ou les lois de la charia avant les lois de la République, moi je me pose un vrai problème aujourd'hui tout de même de justesse et de loi républicaine. Donc en fait, en l'occurrence, on ne sait rien des gens qui sont au musée d'Orsay. Et encore une fois, je prenais l'exemple d'une place, ce sont des militaires. Je dis on ne sait rien. On ne sait rien. En revanche, je me permets juste de terminer mon propos. Ce que l'on sait, c'est que dans certains quartiers, mais dans certaines piscines municipales ou ailleurs, on sait que on impose le voile à des jeunes filles, on impose du burkini à des jeunes filles ou la burqa. Donc ça existe bien. Je dis pas que l'on est là, mais je voudrais savoir qui sont ces gens qui se sont permis l'interdiction d'accès, qui se sont permis d'évaluer quelqu'un qui était trop décolleté. C'est tout, je pose la question. Je pense que dans le règlement, il faudrait qu'on ait l'article du règlement. J'imagine très bien l'article du règlement intérieur du musée d'Orsay, disant qu'on voilà, exactement. On refoule les gens dans une tenue indécente. Donc après, c'est de l'appréciation. Et elle ne l'est pas. Non, pas du tout. Et après, c'est de l'appréciation personnelle. Donc, mais c'est ça qui est ridicule. On est en train de perdre le bon sens au nom de l'application d'un règlement qui amène à interprétation et que visiblement cette personne a pris au pied de la lettre. Pour lui, c'était indécent. Mais je suis désolé, c'est pas à lui de décider. Mais vous, en tant qu'élu local, Catherine Arnoux, est-ce que ce sont des situations auxquelles vous êtes confrontée plus qu'avant ou pas du tout? La puritanerie, la pudibonderie de nos sociétés. Non, mais est-ce que vous avez des exemples concrets qui vous viennent à l'esprit de situations qui se sont posées et qui ne se posaient pas il y a encore 10 ou 15 ans? Non, enfin, je n'imagine pas. En tout cas, la société, la micro-société locale dans laquelle je vis n'est pas plus puritaine. Elle peut avoir des principes liés mais elle n'est pas plus puritaine. Moi, je pense qu'on a, alors c'est vrai que ça n'est qu'un exemple, mais on a à se poser à chaque fois la question de qu'est-ce qu'on est capable de tolérer dans notre société? Tolérons la même chose qu'on a toléré avant, c'est-à-dire l'expression absolument naturelle d'une personne qui s'habille comme ça, qui n'aurait d'ailleurs pas dû céder à la pression, parce que moi, je pense que c'est ça le vrai sujet. Cette jeune femme n'aurait pas dû céder à la pression. Oui, elle n'aurait pas dû céder. Ça voulait dire qu'il fallait repartir, sinon. Qu'est-ce que vous voulez? Manu Militari, on a empêché de rentrer la direction. Non, mais elle a eu raison d'alerter. Et ça a fait bouger le musée, qui a heureusement un truc, et j'espère va prendre des dispositions. On est dans un épiphénomène et il faut remettre ça au cœur de nos vies. C'est quand même pas, ça n'est que l'exception quand même. Je ne sais pas si on est dans en un épiphénomène. attendant, ça veut dire que dans le cadre de toute profession, les employeurs la loi a un rôle, les employeurs ont un rôle dans le cadre de toute profession. On peut faire des excès de zèle qui nuisent à l'ensemble des élèves. Ça a été vrai pour les gendarmes, c'est vrai pour ces. C'est souvent comme ça qu'on légifère. Et c'est comme ça qu'on remet les pendules à l'heure. Merci à vous quatre d'avoir participé au débat d'LCI Midi aujourd'hui. On fait une toute petite pause et on revient dans un instant pour faire face et s'interroger sur la situation sanitaire. Il y aura des mesures à prendre, nous a dit Emmanuel Macron il y a quelques instants. Le professeur Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, sera avec moi sur ce plateau. À tout de suite.